Arles, 20 octobre 2009. Ceux qui croient bien connaître l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale seront étonnés d'apprendre la participation de 20 000 travailleurs ONS indo-chinois et de 15 000 soldats d'origine paysanne, mobilisés pour soutenir l'effort de guerre de la France en 1939-1940. En 1939, j'avais 20 ans. Je fus l'un de leurs interprètes. J'ai partagé leur sort misérable, le froid, la faim, la misère, les humiliations, les maltraitances, les souffrances de l'exil. La 25e compagnie de 225 travailleurs vietnamiens fut envoyée en Camargue pour la culture du riz en 1941, en pleine guerre. La France se doit de ne pas oublier les sacrifices de ces hommes qui ont laissé leur âme sur son sol. Ainsi commence la véritable histoire du riz en Camargue. Quelques mois seulement avant sa disparition, Lê Hữu Tô livrait ses dernières confessions, celles d'un ancien travailleur indo-chinois. Au cœur de la Camargue, septembre 2014. La moisson du riz vient tout juste de commencer, et cette année encore, la récolte s'annonce prometteuse. Il faut dire qu'ici, le riz, on connaît. Les 20 000 hectares de rizières font aujourd'hui vivre 230 producteurs et plus de 2000 personnes. Le riz est même devenu un des piliers de l'identité locale. Mais à quel prix? Au prix de la rémission, de l'oubli et du déni de ceux qui sont venus de loin pour le planter. C'était il y a 75 ans. Une histoire délaissée et effacée que Lê Hữu Tô a exhumée pour en devenir le porte-parole. Ce récit commence au Tonkin à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Lê Hữu Tô en fut un des protagonistes. La mère patrie est en danger. Enfin l'opportunité que Lê Hữu Tô attendait pour laisser libre cours à ses aspirations. Partir, poussé par une soif d'aventure et de découverte irrépressible. Prendre le large pour échapper à une société coloniale bloquée qui lui refuse alors la citoyenneté et toute chance de promotion sociale. C'est là que son histoire commence. Annick, sa fille aînée, en est aujourd'hui dépositaire. Il a eu la chance de faire des études au lycée français, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Son père était mandarin, il dirigeait un certain nombre de provinces et il a été admis à Hue, qui était la capitale impériale du Vietnam. Et il a suivi ses études jusqu'à l'âge de 19 ans au lycée de Hue. Il est parti comme interprète en France en 1939. Début des hostilités. Même destin pour Nguyen Ngoc Cho, dernier témoin encore en vie de cette histoire abandonnée. La France, lui aussi, il voulait vraiment la voir. Avant juin 1939, alors on a vu des pancartes, des affiches plutôt. C'est marqué « Votre mère patrie est en danger. Votre devoir est de l'aider. » En parlant français, là. Alors nous, comme moi, j'étais à l'école française aussi, avec tout ça, ça sonne un peu. Ça touche les oreilles, je suis d'accord pour aller. Mais ça donne l'occasion d'aller voir la France. L'idée de moi, c'était ça. Je suis incorporé comme interprète.
comme surveillant interprète plutôt. L'arrêté du 29 août 1939 fixe l'ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire de l'Indochine. 20 000 travailleurs sont alors recrutés de force dans la masse de la paysannerie pauvre, surtout dans les protectorats de l'Annam et du Tonkin. Les télégrammes signés de la main de Georges Saint-Meleu, chef de cabinet auprès du gouverneur général d'Indochine, officialisant l'ordre, sont sans équivoque. Veuillez lever immédiatement contingent ouvrier non spécialisé pour métropole. Pour recrutement, usez si nécessaire, droit réquisition. Photographiés et immatriculés, les 20 000 Indochinois vont être soumis à une discipline militaire, malgré leur statut de requis civil. Nguyen Ngoc Cho, le dernier témoin de cette histoire, a participé avec l'administration coloniale au recrutement de ces Indochinois. Nous, les interprètes, et avec des dignitaires de là-bas, qui viennent dans des villages, et puis dans le village, là, il y a une vingtaine de personnes, une vingtaine de familles. Dans 20 familles, il faut 20 personnes. Hein? C'est une obligation. Il y a des familles qui ont 3-4 enfants, et l'aîné, il a déjà 35 ans, supposons, et il a 3-4 enfants, il ne veut pas partir comme ça. Il est comme ça. Le second ou le dernier qui doit le remplacer, pour que lui, il a déjà 4 enfants à la maison. Alors, c'est plutôt un jeune qui vient. Et il y a d'autres familles, il n'y a pas de jeunes qui remplacent l'aîné, eh bien, il est obligé d'aller. C'est pour ça, à l'époque-là, on a des gens qui sont de 30-35 ans, qui est dans notre contingent. Les Hutto, lui, n'avait que 19 ans. Ils sont enrôlés. Lui, donc, ayant cette possibilité de communiquer avec tous ces hommes, tous ces compatriotes qui, eux, ne parlent pas un mot, ne savent même pas lire, ne savent pas écrire. Ce sont des analphabètes, hein. Ce sont des paysans qui ont été pris dans les rizières. De force, c'était l'administration française, coloniale. C'est pas de force physique, c'est de force administrative. C'est obligatoire parce que c'est un genre de régime obligatoire de la colonisation. Réquisitionnés par la Compagnie des chargeurs réunis et les messageries maritimes, le Yangtze, le Cap Padaran, le Sonte, le Yalu, le Kiang, le Maréchal Joffre ou encore le André le Bon vont transporter les 20 000 hommes, travailleurs indochinois d'appoint, comme l'administration les nomme. Un long périple vers cette France tourmentée, en guerre, très vite défaite et occupée. Du mois d'octobre 1939 au mois de mai 1940, des ports de Haiphong, de Touran et de Saïgon, 14 navires appareillent pour la France. Les Hutto, le confesseur, et Nguyen Ngoc Cho, le dernier témoin, appartiennent aux 1000 requis volontaires, maillons indispensables à l'administration coloniale, chargée d'encadrer et d'acheminer les recrutés de force. Ils embarquent le 4 février 1940 à bord du D'Entrecasteaux avec 750 requis civils. Oh là, on est parti beaucoup là. Nous, les 12 interprètes, on est obligé de coucher ensemble avec les gens de la compagnie. Une partie de la cale des bateaux. Mais il y a beaucoup de malades pour la traversée. Beaucoup qui dégueulent, qui sont malades. C'est vraiment... Mon père, d'abord, avait eu la chance d'avoir un petit couchage dans la bibliothèque du colonel, qui était un ami de mon grand-père, mandarin, et qui avait dit, bon, je te confie mon fils. Il a pu, pendant sa traversée, avoir une façon de vivre plus agréable que ses compatriotes qui étaient, je dirais pas dans la cale, mais presque. Et il a pu même lire pendant 48 jours, puisque la traversée a duré ce temps-là. Lorsqu'il est arrivé à Marseille, là, c'était un peu la déconfiture, dans la mesure où ils ont
inauguré, ils l'ont su après, la prison des Baumettes, qui venait juste d'être construite parce que où loger tout ce contingent qui arrivait, c'était la prison des Baumettes. Mais on ne savait pas que c'était des paysans. Mais c'est après, on a entendu. Mais c'est des paysans. Ils ont déménagé. Ils ont fait de telle sorte que la prison devient propre, devient comme il faut pour accueillir, pour nous loger. Provisoirement pour quelque temps. Mais on n'a pas resté longtemps. Et puis après, on est dispersé à droite et à gauche, d'autres dans le nord, d'autres dans le sud. Mise à disposition des industries de la défense nationale par le service de la main-d'œuvre indigène, la MOI, les 20 000 travailleurs indochinois sont répartis en 73 compagnies. Après 2 semaines d'attente à Marseille, ils sont disséminés dans les usines d'armement de toute la métropole. Ils vont alors découvrir un monde industriel aux pénibles cadences de travail. Ils venaient, la plupart, non pour combattre, mais pour faire tourner les usines, puisque les Français étaient partis pour la guerre. On les affecte surtout dans une poudrerie où ils doivent fabriquer des obus, je crois. 22 juin 1940. Après 10 mois d'une drôle de guerre, la France est défaite. Les compagnies de travailleurs indochinois se replient en zone libre. Diplômé de l'école coloniale à 19 ans, Bernard Vinet est lui aussi un des derniers témoins vivants affecté auprès d'un commandant de compagnie MOI, la 19e, composée de 120 travailleurs anamites. Avec l'occupation allemande, il était plus question que ce soit des Français qui s'occupent des Français ou des Vietnamiens qui s'occupent de la poudrerie. Donc il a fallu que ceux qui encadraient, ceux qui assuraient l'encadrement de la main-d'œuvre indochinoise, trouvent les moyens de subsister. La défaite de juin 1940, c'est aussi la perte de l'empire colonial français. Les voies maritimes vers l'Asie étaient coupées sous la menace des redoutables sous-marins allemands. La France ne recevait plus de riz. C'est alors que l'État français de Vichy prit une initiative de haute importance. Utiliser la main-d'œuvre indochinoise disponible sur place pour acclimater la riziculture en France. La France a faim, tandis que le riz en provenance d'Indochine n'arrive plus. C'est alors qu'un homme, Henri Maud, ingénieur des ponts et chaussées et fonctionnaire non conformiste, à peine rentré d'un séjour de 10 ans en Indochine, va trouver la bonne idée au bon moment. Une trouvaille qui va définitivement transformer la Camargue. L'armistice est à peine signé qu'Henri Maud se met sous les ordres du ministère du Travail et devient commissaire adjoint à la lutte contre le chômage en zone sud. Totalement désorganisée, la France regorge de chômeurs. Refusant tout poste politique et passionné par les questions sociales, Henri Maud souhaite ne travailler qu'avec des hommes à lui, tous d'anciens administrateurs coloniaux. La France avait organisé des camps dans le sud de la France où les gens croupissaient de misère. Et mon père a dû être le seul haut fonctionnaire de Vichy à aller voir ce qui se passait dans les camps. Il est allé visiter 2 camps dans le sud de la France parce qu'il savait en particulier que dans ces camps il y avait des travailleurs indochinois auxquels il voulait accorder une attention très particulière du fait de son séjour de 10 ans en Indochine. Donc c'était des baraquements assez succincts qui étaient plantés sur le sable. Les gens certainement avaient fait ce qu'ils avaient pu, mais la France en 1941 n'était pas riche, avait beaucoup de problèmes, donc la nourriture était insuffisante, l'habillement était insuffisant, et puis alors les travailleurs indochinois, ils supportaient très mal le climat français. C'était des gens qui avaient toujours vécu dans des pays chauds. Comme ils n'étaient pas du tout adaptés au climat, ils attrapaient des tuberculoses et ils étaient en piètre état. Et de ce jour, sa ligne de conduite a été de sortir les gens des camps pour soit leur donner une formation professionnelle, soit les diffuser dans l'agriculture.
Et c'est pourquoi mon père a eu l'idée de les affecter à une culture dont ils avaient l'habitude dans leur pays, c'est-à-dire la culture du riz. Alors pourquoi a-t-il pensé à la culture du riz? Il s'est trouvé qu'un jour, il accompagnait son ministre, René Belin, pour faire des conférences à Marseille, justement pour le chômage. Et pour une fois, ils n'étaient pas en train, mais en avion. Et ils ont survolé l'estuaire de la Camargue. Et mon père s'est exclamé à ce moment-là, mais la Crau et la Camargue sont des zones totalement inexploitées. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de projet d'envergure? Vous avez 50 ans de retard par rapport à la Cochinchine. C'était évident que c'était un pays qui était fait pour la plantation du riz. Bon, alors mon père, si vous voulez, a été un petit grain de riz qui a relancé la plantation du riz en Camargue. Sur les 20 000 Indochinois, 500 vont être affectés dans les masses de Camargue à la culture du riz. Exempté de charges sociales, le coût de cette main-d'œuvre est avantageux. L'indemnité journalière versée à un travailleur indochinois représente alors 1/10 du salaire de l'ouvrier français de l'époque. Quelle est la nature du contrat que la MOI passe avec ces entreprises? C'est le contrat de mise à disposition de main-d'œuvre pour un travail donné. Mise à disposition de main-d'œuvre contre rémunération de l'ensemble. C'était la rémunération globale de l'entreprise qui se trouvait, après déduction des frais généraux de la compagnie, répartie à égalité entre tous les travailleurs. Dans un message rédigé à l'attention des travailleurs indochinois, Henri Mot se veut rassurant. Publié dans l'Écho d'Outre-mer, journal des soldats et des travailleurs coloniaux, ces lignes bienveillantes dissimulent pourtant la vraie nature du régime de Vichy à l'égard de ces travailleurs venus d'ailleurs. Henri Mot, lui, croyait à ce qu'il leur écrivait alors. Acceptez cette épreuve avec courage. Acceptez aussi les restrictions que nous essayons de vous rendre aussi légères que possible. Vous rentrerez un jour en Indochine, riche du pécule que vous avez gagné par votre travail, riche aussi de l'expérience acquise. Mon père avait obtenu un salaire pour les travailleurs étrangers. Et ça a été, il s'est battu pour ça. Alors, est-ce que le salaire leur a été versé? Ce que je sais, c'est que de toute façon, ils avaient un salaire sur place et qu'on leur avait proposé de garder une partie de leur salaire qu'on leur aurait rendu au moment où ils seraient rentrés en Indochine. Un compte bloqué pour permettre qu'ils aient un pécule pour l'Indochine, c'est exact. Comment est-ce qu'ils touchent leur salaire, ces travailleurs indochinois? On les payait tous les mois. Donc vous leur versez une partie du salaire et l'autre partie du salaire va sur cette espèce de livret d'épargne? Oui. Et alors c'est quoi les proportions? Je sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai complètement oublié. Qui détenait ces livrets d'épargne, par exemple? Le commandant de compagnie. Un salaire collectif indigent et des Indochinois sans immatriculation sociale et donc sans droit. C'est ce que confirmera Michel Charasse, ministre du Budget, en 1991, dans une lettre au porte-parole du comité de soutien aux anciens travailleurs. De manière générale, les travailleurs indochinois n'ont pas, à l'époque de leur réquisition, été affiliés au régime général de sécurité sociale et n'ont donc pu, de ce fait, acquérir un droit à pension. Rien n'a ainsi été prévu pour ces travailleurs au titre du droit à pension pour les services accomplis en tant que travailleurs requis. 25 ans après, la question reste toujours sans réponse. Quant au livret d'épargne, nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Pendant les années de guerre, ceux qu'on nommait les anamites et qui étaient employés dans les masses de Camargue vont être confrontés à une mère patrie complexe.
une société traversée d'antagonismes et de contradictions. Une France en déroute. Et puis à la Libération, avec son lot de règlements de comptes et de procès expéditifs. À la souffrance physique s'ajoute la souffrance morale de l'exil. S'ils aspirent tous à un rapatriement rapide, celui-ci tarde du fait de la désorganisation de l'après-guerre et des événements d'Indochine. Il ne commencera qu'en 1946 pour ne s'achever qu'au début de l'année 1952. Ils seront 2500 environ à rester définitivement en France. Ils vont s'y marier, y fonder des familles. C'est ainsi que le confident Léutot épouse Madeleine, une union de laquelle naîtront leurs 2 filles, Annick et Myriam, la blonde et la brune. Léutot deviendra le plus célèbre des opticiens de Grenoble. Nguyen Ngoc Cho, lui, est déjà fiancé à une Française d'origine italienne avec qui il fonde une famille. Dans les rizières, le riz commence à afficher des rendements qui vont faire la fortune des producteurs camarguais. Notre riz qui a été tant discuté, tant critiqué, finalement comme qualité, c'est un des meilleurs du monde. Même les Italiens le trouvent extra. La présence des travailleurs indochinois, elle, s'efface des mémoires locales et collectives. L'or blanc de la région est désormais cultivé par des travailleurs italiens et espagnols, recrutés sur contrat et rémunérés comme il se doit. Dès lors, personne ne fera plus jamais référence à ces paysans anamites qui ont pourtant écrit les premières pages de l'histoire du riz en Camargue. La plupart de ces hommes mis au service de la France durant la dernière guerre mondiale et qui ont cultivé le riz en Camargue pendant leur exil forcé de 10 ans, sur le sol de France, ont presque tous disparu. Que savent aujourd'hui, 70 ans après les faits, les descendants, enfants et petits-enfants de cette histoire? De l'infortune d'un grand-père qui n'a pas transmis, d'un aïeul qui n'a rien dit, pas même à sa propre épouse rencontrée au cours de ces années au goût amer. Presque rien, juste des brides disparates, les morceaux d'un puzzle que les descendants n'arrivent pas à placer. Un livret colonial, des notes dont ils comprennent à peine la signification, des photos aux visages et aux lieux inconnus qu'ils espèrent peu à peu apprendre à décrypter et à comprendre. Tran Duity, ancien surveillant dans une société agricole de Basse-Camargue, est mort en 1983, ici, en Isère, sans avoir laissé son histoire en héritage. Et j'ai pas vu qu'il y avait son intitulé surveillant majeur. Ça vient peut-être un grade. J'ai le livret avec lequel donc mon grand-père est venu. Donc il est assez vieux quand même. Sur lequel sont écrites toutes les informations le concernant. Donc il a un titre qui est quand même assez surprenant, Service des travailleurs indigènes nord-africains et coloniaux. Donc à l'époque, le Vietnam était une colonie française. Donc il y a sa race qui est écrite en premier, Anamit. Et puis son son prénom français qu'il a pris en arrivant, Georges. Et ensuite son prénom vietnamien, Thi, et le nom de famille, Tran Duy. Jusqu'à ce qu'après il prenne la nationalité, et c'est à ce moment-là qu'il a mis son prénom Thi, je crois qu'il veut dire poésie en vietnamien. Il l'a mis la dernière particule à la fin de son nom de famille. Donc ça fait Georges Tran Duy Thi. Sur son parcours, on n'a que des morceaux. Donc le carnet qui indique jusqu'en 47 où est-ce qu'il a travaillé, sans savoir les conditions dans lesquelles il a travaillé. Et après, on a effectivement son album à lui, mais qui retrace non pas chronologiquement puisqu'il n'y a aucune date qui figure dessus, et on a quelques lieux. Voilà. Mais on ne sait pas si c'est jusqu'en 48 ou pas. Il y a plein de personnes qu'on n'arrive pas encore à identifier. Donc, et on ne sait pas si on pourra le faire. Donc pour l'instant, c'est que des bribes de parcours. Cette partie-là, elle est encore très floue. Moi, je pense que s'il n'en parlait pas, c'est qu'il y avait peut-être un mal du pays, j'imagine. Parce que
Quand on parlait du Vietnam, il était très secret. On a su beaucoup de choses après son décès, par sa famille là-bas. On a trouvé l'album photo, dont on ne connaissait même pas l'existence. Mon grand-père est avec... il n'y a que des Vietnamiens. Avec 4 autres Vietnamiens ça a l'air d'être un bar, où il est bien écrit donc sous travail famille au-dessus de leur tête, et puis la photo de Pétain. Donc sous l'occupation. Alors je sais pas, du coup on a peut-être même l'impression, ils sourient, qu'ils ont l'air d'être bien. Donc après, est-ce qu'ils avaient des loisirs, tout ça, je sais pas, ces photos peuvent laisser paraître certaines choses, hein, mais pas les conditions de travail, donc c'est ce qui est pourtant le plus intéressant pour nous. Alors mon grand-père est venu par choix, ça je me le dis et on le sait, qu'il est venu volontairement par bateau jusqu'en France. Donc je me dis, il avait quand même fait ce choix-là, il ne savait sûrement pas les conditions dans lesquelles il allait être accueilli et où il allait être accueilli. Et il a fait le choix de rester aussi en France, alors que beaucoup d'autres Indochinois ont pu repartir, plus ou moins dans le temps, d'après ce qu'on sait au niveau historique. Donc lui avait fait le choix, peut-être parce qu'il avait rencontré ma grand-mère à ce moment-là, et qu'il avait aussi maintenant un enfant, mon papa, de rester. Donc je me dis, même s'il a souffert pendant cette période-là, il a au moins fait quelque choix dans sa vie volontaire. Donc ça porte aussi beaucoup de savoir que tout n'était pas... qu'il n'était pas soumis tout le temps. C'est en Camargue que Georges Tranduiti rencontre Marie-Rose, militante syndicaliste et arlésienne de souche qu'il épouse en 1946. Le couple quitte la région pour s'installer à Vienne, où ils travailleront dans une usine textile de la ville. L'histoire de Georges, personne ne l'a vraiment connue. Même la famille arlésienne n'avait pas entendu parler de ça, puisqu'on les a interrogés. Apparemment, aucun d'entre eux n'a parlé des conditions de leur arrivée, de leurs différents travaux quand ils sont arrivés, avant d'arriver en Camargue. Nos tantes ignoraient tout ça. Donc personne ne savait qu'il y avait 500 travailleurs en Chinois. Ils savaient que en Camargue, il y avait beaucoup, elles étaient jeunes à l'époque, elles voyaient beaucoup de Vietnamiens, ça c'est sûr. Il y avait beaucoup d'Asiatiques qui étaient plus ou moins tous ensemble. Et du coup, maintenant, quand on leur demande des témoignages, qu'est-ce qui se passait et tout, elles ne savent pas trop nous dire. Hein. Non, elles ne sont pas... Adeline tente d'appréhender une histoire qui lui échappe au fil du temps. Une quête qui l'a menée sur les routes du Vietnam, dans la famille jusqu'alors inconnue d'un grand-père silencieux. C'est marrant, je l'avais pas réouvert depuis 10 ans. Même absence de réponse au cours de ce séjour, où elle n'apprendra rien de plus. Qu'à cela ne tienne. Et c'est important maintenant à savoir comment est venu mon grand-père, quelle vie il a eu, pour après continuer, parce que moi j'ai 2 enfants aussi. Donc ça c'était important qu'ils sachent d'où venaient toutes les origines de leur famille. Jusqu'à aujourd'hui, lors du festival annuel du riz en septembre à Arles, personne n'a songé à rendre hommage et justice à mes compagnons d'infortune. Comme tous les ans, Arles célèbre le riz, son riz, un des emblèmes de son identité et de son unité. Dans la principale artère de la ville, c'est l'union sacrée autour d'un riz qui a fait la renommée et la réputation de toute une région. Les chars défilent lentement devant des Arlésiens satisfaits. L'histoire qu'on raconte, elle, est sans anicroche. Toutes les ficelles sont utilisées pour conforter et pérenniser l'idée que le riz ne saurait être autre chose qu'une invention camarguaise aux influences espagnoles. Dans cette grande messe estampillée prémisse du riz, l'histoire des travailleurs indochinois venus trimer dans les rizières n'est même pas évoquée. C'est sur la route de Salins-de-Giraud, à la sortie du Sambuc, en plein cœur du parc naturel de Camargue, que Robert Bon a ouvert en 1989 son petit musée du riz. Un lieu unique dans lequel Monsieur le Conservateur y étale les étapes généalogiques de ses célébrations amnésiques et d'une saga risicole incomplète.
l'aspect épinal de l'image est respecté. Tout le monde est partie prenante dans les prémices du riz, parce qu'ils savent que ça apporte un peu quelque chose à la ville, et en même temps, on parle du patrimoine, soit. Le patrimoine qui défile, c'est fabuleux, fabuleux. On a eu des chars de toute beauté. Et ils ont eu l'idée, en 56, il fallait quelqu'un pour représenter le riz. Ils ont dit, mais pourquoi pas une ambassadrice? Parce que déjà, on a la reine d'Arles. Et l'ambassadrice, la première, ça a été Alberte Chavoutier. Robert Bon garde-t-il seulement en mémoire ce jour de décembre 2002, lorsque Léuto a poussé la porte de son cabinet de curiosités risicoles? Annick, sa fille, s'en souvient, tant cette visite bouleversa son père. Il a eu l'occasion de visiter ce fameux musée où il ne voit aucune mention de ce passage un peu forcé de ses compatriotes en Camargue, dans les rizières. Et c'est là où il se réveille. C'était M. Lito, qui était opticien à Grenoble pendant 35-40 ans, qui un soir de décembre 2002 m'a téléphoné et m'a sermonné au téléphone. Ah, il m'a dit que je connaissais pas mon histoire. Et Robert Bon, qui croyait tout savoir des origines du riz consommable en Camargue. Lui, issu d'une des grandes familles de riziculteurs camarguais, devait revoir ses classiques et se plier à l'évidence. Il me dit, c'est pas de les avoir oubliés, c'est pas une erreur, c'est une faute. Dans votre enquête historique, il est regrettable que vous ayez occulté de souvenirs les principaux artisans de l'implantation des rizières en Camargue, quoi. Ça me gênait un peu. Puis après, il m'a envoyé pas mal de preuves et de tout, et puis on s'est aperçu que petit à petit, ce monsieur Lito, il avait raison, quoi. Avec certains d'entre eux, on a eu le temps d'assécher les marécages de la Camargue et d'y implanter le riz. Voilà comment est née la culture du riz sur la terre de Provence, avec des photos qui démontrent ce que nous dit monsieur Lito. Et puis il finit toujours, monsieur Lito, bien sûr qu'il a raison, il finit toujours par, quand tu manges le fruit, n'oublie pas celui qui a planté l'arbre. C'est vrai que on devrait le garder, ça, en souvenir, ce dicton. Mais depuis 2002, bon, doucement, quoi. Cette histoire des travailleurs indochinois n'a pourtant cessé d'être sublimée et magnifiée par les dépositaires de la mémoire locale. Cette histoire devenue légende se serait déroulée dans un monde idéal. La nouvelle et toute jeune ambassadrice du riz, Romane Vistel, s'apprête en ce samedi 19 septembre 2014 à présenter aux Arlésiens et à Dieu la gerbe du riz nouveau. Je bénis la gerbe de riz et je bénis celle qui la porte, Romane, les gardiens et les chevaux aussi. Comment faire une place aux travailleurs indochinois dans une région fortement marquée par une mythologie construite sur ce que l'écrivain Frédéric Mistral a nommé le Félibrige. Cette association fondée au XIXe siècle, dont le but est de préserver et de promouvoir la culture et tout ce qui constitue l'identité des pays de Languedoc. Comment exister aux côtés de ceux qu'on nomme les vrais Provençaux, dépeints par Alphonse Daudet, les traditionalistes attachés à l'Arlésienne et à son costume, dont le port a été relancé par Mistral, comme l'un des signes forts de la culture provençale. Enfin, comment rivaliser avec l'illustre Gardien, l'ancien bouvier ouvrier agricole, dont l'image et le costume se sont forgés avec la folklorisation initiée par le félibre marquis de Baroncelli. Même le riz a été provençalisé, félibrigisé. Les Indochinois n'avaient définitivement aucune chance. Et tout le monde s'en est accommodé, car exhumer l'histoire de ces anamites pourrait bien réveiller des démons qu'on croyait définitivement endormis et écorner le mythe. Alors, si on ne nie pas, face à l'évidence, l'existence des Indochinois en Camargue, certains réfutent catégoriquement leur présence dans les rizières. Yves Schmitt appartient à une longue lignée de régisseurs. Son père et son grand-père avant lui étaient en quelque sorte les maîtres de Méjeanne, masse gigantesque acquis en 1939 par le célèbre et paternaliste maquisard Paul Ricard.
Il y a bien longtemps qu'Yves Schmitt n'était pas revenu sur ces lieux, ceux de ses souvenirs de jeunesse. Ici, on est dans l'ancienne demeure qu'occupaient les Indochinois à l'époque de la guerre. Ils avaient 2 petits appartements, on va appeler ça des pièces, qui leur étaient réservées. Et ils étaient 6 ou 7 par compartiment. Voilà. Ils couchaient sur des lits, pas mal chez nous, puisque c'était des lits déjà métalliques, sur des matelas bourrés de feuilles de maïs. C'était assez confortable, et ça, ils ne s'en sont jamais plaints. Ils étaient presque en lambeaux. Et ça, c'était pas notre rôle. Nous, on les hébergeait, on les faisait travailler, on donnait un petit pécule. Mais question habillement, c'était pas notre rôle, ça concernait l'organisation de la mouille. Mais enfin, l'été, ça allait. Mais l'hiver, ils n'avaient pas toujours chaud, les pauvres. Ça, il faut reconnaître que c'était pas tout rose. Alors, ils se fabriquaient des chaussures, je me souviens, avec des pneus. Avec des pneus de voiture. Alors, ils mettaient des ficelles comme ça et ils marchaient sur le morceau de pneu coupé aux marques de leurs pieds, quoi, à la forme de leurs pieds. Invité pour l'occasion à s'installer confortablement dans un des salons cossus du Mas-Méjane, Yves Schmitt, accompagné de son vieil ami Pierre Guillot, ancien riziculteur et ancien régisseur du domaine, vont refaire l'histoire de ces travailleurs indochinois, à leur manière. Autrement, ils sont restés très peu de temps en Camargue pour travailler au milieu des rizières. Parce que, de toute façon, le riz, ils ne le connaissaient pas. C'était pas des riziculteurs, ils ne le connaissaient pas. Donc, il y avait tout à leur apprendre, y compris le travail. Donc, c'était assez difficile. Avant 1944, le riz, on n'en parle pas en Camargue. Non. Non. On en parle peut-être par des riz d'importation. Ah oui, mais il n'y en a plus. Venant d'Espagne, venant de droite, de gauche, mais... Non, non. Il y a des films, je pense à 2 archives qui datent de novembre 1943 ou... 44. 43. Les actualités françaises parlent de la récolte du riz où on voit tous ces Indochinois dans les rizières. Ça a été pris en Indochine, mais pas en Camargue. Est-ce que je peux vous montrer ces films? Oui. Et vous réagissez? Oui, oui, je suis prêt. Bien sûr, au contraire. Alors, hop, tenez, je vous mets sur les genoux. La Camargue, d'une superficie égale à près de 5 fois celle de Paris, était jusqu'à présent une terre morte. Mais tout est aujourd'hui mis en œuvre afin d'accroître la production du sol français. Aussi a-t-il été possible, dès cette année, d'assister au spectacle imprévu de la récolte du riz en Camargue, où les Indochinois, qui ont apporté aux paysans le concours de leur expérience, ont pu retrouver pendant ces quelques journées l'atmosphère des plaines de la Nam. L'an prochain, grâce au chaud climat provençal et aux possibilités d'irrigation, des milliers d'hectares seront transformés en rizières. L'effet du sel sera neutralisé et la Camargue assainie pourra recevoir alors toutes les cultures. Ainsi, les circonstances font naître des initiatives dont les bienfaits survivront à l'époque difficile que nous traversons. Vous voyez, cette archive, elle date de 1942. Pas possible. C'est pas possible. Non, non, là, il y a un truc qui va pas. C'est filmé. Oui, mais c'est filmé. Pas filmé en Camargue. Non, non, c'est pas possible, ça. D'ailleurs, regardez les remorques, regardez tout. Ça n'a rien à voir. Le matériel n'a rien à voir avec ce qu'on a des avions. Même les taureaux, là, les vaches, là, tout ça qu'on a montré qui tirent c'est pas ce qu'on avait. Nous, on avait des aubracs. Beaucoup plus clairs que ça, avec des cornes noires et blanches. On n'avait pas ça. Rien que les bœufs qu'on montre, là, ce n'est pas la Camargue. C'est montage, tout ça. Est-ce qu'on s'est informé où a été tourné le film? Est-ce que ça a été tourné par hasard en Italie? Ça serait pas... Ça, je le croirais assez. Parce que les Italiens, je n'étais pas dans le pays à l'époque, mais ils pouvaient très bien employer les Indochinois aussi, pourquoi pas, comme ouvriers agricoles.
Et là, ils ont sans doute fait venir des Indochinois en Italie pour faire ce fameux film-là. Parce que nous, on y a vécu ici. On n'a jamais vu des Indochinois par dizaines, par vingtaines même, repiquer du riz en Camargue. Ça, jamais. On n'a jamais entendu parler de ça. Jamais. L'Indochine ou l'Italie dont parlent Yves Schmitt et Pierre Guillot se situe pourtant là, à quelques kilomètres de Méjeanne, au mas de Verre, sur la petite route de Saint-Gilles, dans la commune d'Arles, en plein cœur de la Camargue. Ces dénégations vont pourtant à l'encontre de ce que l'histoire avec un grand H nous livre. La grande histoire, celle qui dérange et qui fournit l'excuse massue. Que voulez-vous? C'était la guerre. Sauf qu'en plus de la guerre, il y a eu l'armistice, l'occupation, la collaboration et la résistance. Une époque avec son lot de faits pas très reluisants qu'on évoque ou pas, selon qu'on était du bon côté du manche. D'ailleurs, à force de bienveillance à l'égard des travailleurs indochinois et de bien d'autres fragilisés par l'État français, Henri Maud a dû en faire les frais. Exit l'homme de la bonne idée et du bon moment. Le maréchal Pétain le décharge de toute fonction. En cause, son absence d'ardeur à épouser les idées de la Révolution nationale. Il y a la lettre du ministre du Travail, M. Hubert Lagardelle, qui a fichu mon père à la porte, fin 42, avec interdiction de remettre les pieds à Vichy. Et puis il y a une lettre beaucoup plus gentille du maréchal Pétain, qui arrondit un peu les angles, et qui lui écrit en particulier « Je vous exprime mon contentement et je regrette que les circonstances ne vous aient pas permis de continuer la mission que je vous avais confiée. Votre travail n'a pas été inutile, puisque vous avez œuvré pour le bien commun, avec un sens profond des réalités humaines et un goût de l'initiative qui ont montré les ressources de votre cœur comme celles de votre intelligence. » Voilà. Je vous félicite de l'effort accompli, et c'est signé Philippe Pétain. C'est la question de Vichy qui gêne, c'est tout. C'est la question de Vichy. Personne ne veut plus parler, c'est un sujet absolument brûlant. Donc, les gens qui ne veulent pas parler du problème des Indochinois, c'est parce que c'est lié à Vichy, c'est tout. À Arles, la résistance s'organise, notamment avec les réseaux communistes. Pourtant, le maréchal Pétain y est célébré par ceux qui souhaitent le voir comme une figure quasi christique. Lui, qui, sûr de la confiance du peuple tout entier, faisait à la France le don de sa personne pour atténuer son malheur. La Révolution nationale, colonne vertébrale du gouvernement de Vichy, attisait la fibre provençale, elle-même galvanisée par ce contexte favorable. Arlésienne de souche, Madame la maréchale, alias Eugénie Ardon, épouse Pétain, allait devenir la meilleure instigatrice de ce mélange des genres. Les portraits du maréchal envahissent les rues jusque dans les arènes antiques. Les Arlésiennes costumées et les gardiens disposés en aide d'honneur honorent comme il se doit les manifestations d'affection à l'attention du sauveur de la France. Qui se souvient qu'alors, l'image de la riziculture était à la fête? Partout dans les journaux et les cafés, on se félicite de la présence dans les rizières de ces travailleurs indochinois. Pourquoi ne pas se réjouir de l'aide apportée par la main-d'œuvre en provenance des colonies? La mère patrie n'était-elle pas en danger? Alors, pour vanter les initiatives de Vichy, les travailleurs indochinois à l'œuvre dans les rizières sont exhibés. Toute la littérature locale en parle. La Revue d'Arles, mensuel régionaliste, patriotique et maréchaliste, publié par l'Académie d'Arles de mars 1941 à décembre 1943, en fait alors ses choux gras, vantant ainsi les mérites de la présence de ces travailleurs anamites. On ne saurait trop insister à ce propos sur le précieux concours apporté par la main-d'œuvre indochinoise. À l'époque, Pierre Dulac, le maire d'Arles nommé par Vichy, va bénéficier de la présence des Indochinois pour la culture d'un riz qui jusqu'alors ne servait qu'à nourrir les bêtes et à dessaler les sols inhospitaliers de Camargue. Jacques Dulac est son dernier fils encore vivant. Sa famille est l'une des premières à avoir planté du riz consommable. Pierre Dulac, le maire d'alors, s'en félicite publiquement en septembre 1942. Alors, ça s'intitule « Voulez-vous du riz de la Camargue ?» Des anamites exploitent des rizières dans le delta du Rhône. Et déjà, cette première expérience a donné de magnifiques résultats.
25 travailleurs indo-chinois qui ont été cédés par la MOI, la main-d'œuvre indo-chinoise, apportent à nos ouvriers agricoles du MAS le précieux concours de leurs soins minutieux et de leur expérience. Une expérience, celle du repiquage, technique révolutionnaire dans une Camargue alors désolée, mais où peuvent désormais déambuler les brahmas du domaine et au riz de pousser. Cette technique du repiquage, Jacques Dulac l'a longtemps mise en pratique. Alors donc la technique du repiquage est très pénible du point de vue réalisation, puisque ça consiste à rester entre 8 et 10 heures avec les pieds dans l'eau et les fraîches le matin. Il faut attendre que le soleil la réchauffe pour que ce soit moins désagréable. Mais surtout, c'est la position. C'est-à-dire que vous êtes courbé, vous avez le dos au soleil, bon, et vous avez une gerbe de plan qui pèse plusieurs kilos, qui est coincée entre une cuisse et le bras gauche, et vous tirez dans cette gerbe qui est retenue par un lien, vous tirez des plans, et il faut que vous prenez un poquet de 7 ou 8 plans entre les 2 doigts et le pouce, et vous l'enfoncez dans le sol. Alors vous faites ce mouvement, ça, et puis vous reculez, et vous recommencez à longueur de journée. Ainsi, les paysans vietnamiens ont réitéré avec bonheur leurs gestes ancestraux et apporté avec succès leurs expériences traditionnelles dans les rizières de Camargue. La première récolte en septembre 1942 fut immédiatement un succès. Cette manne miraculeuse a perduré jusqu'en 1960, date de la reprise du commerce du riz avec l'Asie du Sud. C'est certain que les Indochinois ont été les premiers à montrer ce qu'était la technique du repiquage, qui est pénible mais très efficace, puisque ça permet, avec des variétés qui étaient tardives à l'époque, de gagner quelques jours avec des pépinières bien abritées. Et ensuite, au moment du repiquage, on avait 3 semaines, 1 mois d'avance sur les mauvaises herbes, ce qui a permis d'assurer de bons rendements dès le départ. Constitué en association, le Mémorial pour les ouvriers indochinois, enfants et petits-enfants de ces forçats rizières, s'apprêtent à récolter le fruit d'un long combat, celui du devoir de mémoire et de la reconnaissance officielle. Non, les tribulations de ces 20 000 travailleurs indochinois ne pouvaient être exclues de l'histoire de France. J'ose, en toute modestie, suggérer qu'une stèle portant leur nom soit érigée au bord des rizières de Camargue. Il aura fallu 5 ans de démarche auprès d'une administration susceptible, d'un monde politique local dans l'obligation de ménager la chèvre et le chou, et des riziculteurs camarguais, échaudés et oublieux, pour que Léuto, le confesseur, repose enfin en paix. Peut-être ne suis-je qu'un rêveur solitaire. Dimanche 5 octobre 2014. Le rêve de Léuto devient enfin réalité. Dans la cour de la mairie annexe d'Arles, à Saint-Lin-de-Giraud, ils sont venus de toute la France assister à l'inauguration de la stèle dont songeait le rêveur solitaire. Longtemps hostile à l'évocation de ces anamites, suspectés de taire une vérité liée à la période tumultueuse et de les avoir exploités, la Camargue aujourd'hui se souvient. Bertrand Mazel, président du syndicat des riziculteurs, a l'air grave. L'instant est solennel. Il est de notre responsabilité de rendre hommage aux travailleurs indochinois venus en France durant cette triste période de l'histoire de France. La vérité, c'est reconnaître les douleurs et les tragédies que vous avez traversées.
Le devoir de vérité trouve son prolongement naturel dans le devoir de reconnaissance. Taire votre histoire serait nous enfermer dans l'oubli. Oui, la riziculture française vous doit beaucoup, car vous avez largement contribué à la relance de la riziculture après la dernière guerre. Vous avez apporté de nouvelles techniques de semis et de repiquage, et pour ça, les Camarguais et les riziculteurs ne vous oublieront jamais. Si la France peine souvent à ouvrir certaines pages sombres de son histoire, celle des 20 000 travailleurs indo-chinois abreuve désormais symboliquement le sillon creusé par les Hutto. Une première et indispensable étape sur le chemin d'une reconnaissance totale. Cette journée de commémoration ne pouvait s'achever ailleurs que sur cette départementale 36, entre Arles et Salins-de-Giraud, dans le petit musée du riz de Robert Bon. Le premier courrier que j'ai reçu de Papito, il est là. Il était fabuleux, Papito. Heureusement qu'il y a eu lui, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Là où tout a commencé, sur les traces de les Hutto. Je vérifiais simplement, il y avait un article sur l'extrait de la riziculture. Non, il citait la 25e compagnie et je vérifiais parce que mon grand-père faisait partie de cette 25e compagnie. Et vu qu'il en a fait beaucoup, je ne me souvenais plus. Adeline en apprend chaque jour davantage et comble peu à peu les blancs de l'histoire morcelée du grand-père. Le matricule ZCO 196 de cette 25e compagnie. Celle dont nous parle les Hutto, qui en rêveur solitaire, racontant les vicissitudes de ses compatriotes, a eu le dernier mot.